Bonjour et bienvenue dans le point marché du lundi 21 mars 2022. Alors, je me présente, je m'appelle Max, je suis l'associé de Thomas Anderson en affaires. C'est moi qui gère la partie technique, trading. Donc voilà, c'est moi qui vais animer le marché pour vous le matin, qui vais vous faire une petite vidéo d'une quarantaine de minutes pour les abonnés du Club Saint-Paul et une version, on va dire, plus courte, plus condensée, avec bien sûr un petit peu moins d'informations en version gratuite, mais qui permettra toujours de vous faire un avant-goût pour ceux qui souhaitent intégrer le club. Donc voilà. Comment ça va se structurer? Ce sera deux parties. Une première partie, donc on va traiter des actualités. On va voir ensemble ce qui s'est passé, ce qui se passe en termes macroéconomiques, que ce soit sur les matières premières, le forex, les actions, les industries, le luxe, les cryptos aussi. Je partagerai donc cette partie-là sera gratuite et disponible pour tout le monde, et la suite, qui sera la deuxième partie, qui traitera plus de la technique et de la mise en relation, si vous voulez, de ces informations-là directement sur le marché, l'impact que ça a, pourquoi pas les pépites que je trouve, et les bons coups, les choses à faire attention, et essayer de vous permettre d'obtenir, si vous voulez, un œil un peu plus professionnel, et de bien comprendre les informations. Les informations, il y en a de tout type. L'important, c'est d'être capable de les traiter et derrière de pouvoir en tirer des conclusions pour potentiellement investir, se retirer. Et voilà. Donc je vous propose de passer tout de suite à la première partie. Donc j'ai trouvé quelques choses d'assez intéressant. Mais d'abord je vais revenir sur ce qui s'est passé avec la Fed. Donc il faut bien comprendre une chose, les marchés financiers aujourd'hui dépendent grandement de la Fed et des annonces qu'ils vont faire. Pour faire très simple, une remontée des taux, plutôt des taux qu'on avait jusqu'à présent entre 0 et 0,25, donc des taux nuls, permettent aux banques de s'endetter, donc les banques commerciales, et de s'endetter auprès de la banque centrale, qui leur permet derrière de pouvoir prêter à des taux intéressants pour les emprunts que vous allez faire si vous voulez ouvrir un business, acheter une maison, qu'importe. Voilà. La réalité, c'est que en fait, ils empruntent pour trader sur les marchés et investir, que ce soit dans les actions, les matières premières. Et donc, si, comme il y a eu la semaine dernière, une remontée des taux de 0,25, donc ce qui n'est rien, qui est soi-disant pour enrayer l'inflation. Alors il faut savoir qu'une inflation à 8% aux États-Unis ne s'enraye pas avec une remontée des taux à 0,25. Il ne faut pas s'attendre à ce que c'est une répercussion, normalement. Je sais pas, vous avez une inflation à 8%, vous êtes censé avoir des taux qui sont plus de l'ordre de 5 à 6%. Pour regarder, si vous voulez, leur seuil d'inflation, leur projection à 2%. Voilà, donc les marchés étaient très sensibles à ça et s'attendaient à une remontée des taux assez importante. Entre temps, il y a eu la guerre, ce qui a ramené à la baisse leurs attentes. Mais il y a ici Bullard, donc le président de l'antenne, si vous voulez, régionale de Saint-Louis, qui lui a jugé nécessaire qu'une remontée des taux de 3% cette année ne serait pas suffisant et qu'il faudrait potentiellement envisager plus. Ce qui est tout à fait normal à mes yeux, mais qui n'arrivera pas. Parce que, comme je vous l'ai dit, les marchés financiers
fonctionnent grâce à la dette qu'ils empruntent auprès de la Banque centrale, et donc si la remontée des taux est trop forte, ils ne pourront plus emprunter, et il va y avoir une contraction, et donc ça veut dire sortir des actions, et malheureusement ça entraînera le chômage avec. Si on a un chômage qui est très faible en ce moment, un chômage qui est pris en compte, c'est bien parce que si vous voulez, les taux sont très faibles. Si vous verrez une très forte corrélation entre le taux de chômage et les taux d'intérêt des banques centrales. Donc ils vont devoir jouer entre l'inflation ou le chômage, ou la récession, ce qu'on appelle typiquement la récession. Donc voilà, ils ont le cul entre deux chaises et ils vont devoir prendre une décision, et pour l'instant c'est du 0,25, et je crois qu'ils ont titré sur cette remontée, quelque chose comme ça, ou 6, pour atteindre 3% d'inflation, 3% de taux d'intérêt. Donc voilà, il faut savoir que si vraiment l'inflation continue comme ça, grandissante, et qu'on a les marchés des matières premières qui s'envolent, on risque d'avoir une très forte récession sur les actions, même si c'est le choix inverse qu'ils feront sans doute, c'est-à-dire favoriser l'inflation, détruire votre porte-monnaie, pour plutôt favoriser les copains qui investissent sur les actions, ou du moins leur laisser le temps de sortir. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse, et c'est pour ça que les marchés ont dévissé avant l'annonce des taux et ont remonté juste à l'annonce des taux. C'est-à-dire qu'ils ont su que c'était que 0,25 et pas 0,5, et donc tout le monde était content, et on a le rebond. Après, faut pas oublier qu'il va y en avoir d'autres, des remontées des taux petit à petit, va falloir écrémer. Donc va falloir rester vigilant sur le marché des actions. Nous ne sommes plus dans la même situation que l'année dernière, où c'était la Banque centrale qui elle aussi achetait des actions. Aujourd'hui, ils parlent même de réduire leur bilan, c'est-à-dire revendre des actions et surtout des obligations d'État sur le marché. Donc ça va créer une forte offre, mais la demande, elle, sera d'autant plus limitée que les taux sont hauts. Donc voilà, c'est typiquement ce qu'on pourrait qualifier de bulle. Si vous voulez, on n'a plus qu'un seul acheteur sur le marché, un peu comme le marché au Japon, où c'est en fait que la banque centrale qui achète tout. Donc voilà, pour ce qui est de la partie sur les taux d'intérêt et sur la banque centrale. Alors cet article là que j'ai vu qui m'a fait un peu sourire. Donc l'Allemagne qui conclut un accord énergétique avec le Qatar pour récupérer du gaz et je crois du pétrole, voilà, du gaz liquéfié. Alors faut savoir que donc les importations de gaz majoritairement viennent de Russie, je pense que vous en avez tous entendu parler, surtout pour l'Allemagne, qui était en train de construire Nord Stream 2, qui va être arrêté, mais qui possède déjà plusieurs pipelines gazoducs, c'est pas pipeline mais le gazoduc, qui arrive et qui transite directement de la Russie jusqu'en Allemagne, et donc ils souhaitent un peu se séparer de ça. Le problème, c'est que aujourd'hui 40% du gaz russe, du gaz consommé en Allemagne, vient de Russie, et que sur le reste il y a un mix, et dont ce qu'on appelle du GNL, donc du gaz naturel liquéfié, qui est importé par bateau, qu'il faut refroidir à des températures de moins 100 et quelques degrés, donc qui consomme une énergie dingue, qui va avoir un coût énorme. C'est pas comme construire un tube et envoyer du gaz dedans. Là on parle de prendre du gaz, le comprimer, le refroidir pour pouvoir le liquéfier, donc en transporter une plus grosse quantité, le foutre sur des bateaux, il faut envoyer dans des ports spéciaux, et donc il parle d'ouvrir des ports spéciaux pour justement pouvoir accueillir ce type de fourniture.
Ça va pas se faire en une année, ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est beaucoup de dépenses avant même que le gaz n'arrive jusque chez vous. Donc c'est pour ça que ça m'a fait rire. C'est pas demain que l'Allemagne va pouvoir se passer du gaz russe, et c'est pour ça d'ailleurs que dans les sanctions économiques pour la Russie, le gaz n'est pas dans les sanctions, et c'est aussi d'ailleurs pour ça que je crois, alors je sais pas si c'est le chancelier ou si c'est un de ses collègues, mais qui a dit que voilà, si en effet le gaz russe faisait partie demain des sanctions, tout le monde était dans la rue, quoi. Et ça, ils en avaient bien conscience, et donc il était hors de question qu'il se passe du gaz russe pour l'instant. Donc voilà, c'est assez intéressant parce que la première information corrèle la deuxième. Une inflation, donc le vrai défi est de savoir est-ce que l'inflation va continuer ou est-ce qu'elle va s'arrêter. Avec les conditions actuelles de la guerre, en termes que ce soit de gaz ou de pétrole, et on reparlera du pétrole un petit peu après aussi, je suis tombé sur un article vachement intéressant. On n'est pas dans une période, on va dire, très prospère pour si vous voulez, l'économie dans son global. Et on commence à voir doucement les couleurs d'une récession arriver. Et sachez que c'est vous, petits porteurs, moi, et je veux dire toutes les personnes lambda qui en paieront le prix. C'est pas les grosses compagnies, c'est vous les premiers à perdre, c'est vous, c'est moi. Et je pense que vous en êtes déjà rendu compte sur le prix de l'essence, et bientôt sur le prix de la bouffe, et du gaz, et des énergies, de l'électricité, enfin qu'importe, surtout en fait. Tout ce qui est de première nécessité va exploser, ou a déjà explosé. La question de savoir est-ce que c'est terminé ou pas. Et ça, ce sera traité dans la deuxième partie. Alors, on continue. Alors oui, en parlant des matières premières, on va continuer sur la lancée. Le nickel. Alors le nickel, c'est une... pour ceux qui ne savent pas, c'est donc un métal qui permet de fabriquer des batteries, entre autres, tout type de batterie au lithium surtout. Et le principal fournisseur, je pense que vous l'avez, c'est la Russie. Et en fait, ce qui s'est passé la semaine dernière, oui, il y a 2 semaines maintenant, c'est que le prix du nickel a explosé. Il a complètement explosé, donc je peux vous montrer très vite fait. Voilà, ça c'est le prix du nickel, sachant qu'une bougie représente une semaine et une bougie représente une journée. Donc en l'espace de 3, 4, 5, 6 jours, nous avons fait 200%, et encore. En fait, le prix a été arrêté sur... c'est pas le vrai prix, il a touché les 100 000 $ la tonne. Et donc ils ont décidé d'arrêter les transactions, d'arrêter la bourse tout simplement. Et pour enrayer en fait cette flambée qui était due en grosse partie à des positions, si vous voulez, de vendeurs à découvert, donc des gens qui vendent du nickel qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire qu'ils empruntent du nickel, ils le vendent pour le racheter moins cher et donc gagner la différence. Sauf que il y a eu un tel appel de marge sur ces positions qui ont été comblés, les appels de marge ont bien été comblés pour la majorité, mais pas tous. Et donc ils ont décidé d'arrêter. Donc ils ont suspendu le cours et ils devaient rouvrir ce vendredi avec des limites. Donc il faut savoir qu'à partir du moment où on limite un marché boursier, le jour où on enlève ces limites, imaginons la bourse vous impose le maximum de une fluctuation de 5% par exemple au-dessus ou en dessous du cours de la clôture de la veille ou de la suspension. Quand tous les jours vous prenez les 5% qu'on vous offre et que un jour on va vous dire c'est bon, on arrête, la limite est terminée, le machin va s'envoler. C'est arrivé
c'est arrivé quand aux États-Unis ils ont limité, si vous voulez, le prix des pommes pendant la récession. Ils avaient limité donc le prix des pommes. Tu pouvais pas acheter, ils avaient forcé les vendeurs à vendre un certain prix. Ils pouvaient pas les vendre plus cher. Que eux avaient des coûts, donc beaucoup sont morts. Et donc s'ils sont morts, ils ont arrêté. Et le jour où ils ont remis les cours des pommes en libre échange, le cours s'est évidemment envolé puisque il y avait plus tout simplement de vendeurs. Ils étaient tous morts dû au coût de leur exploitation qui était supérieur au coût de revient qu'ils ne pouvaient pas retranscrire dans le prix de leurs produits. Donc voilà, donc plus ça peut marcher à court terme, à très court terme, mais il ne faudrait pas que ça s'éternise parce que ça pourrait créer des grosses tensions chez les fournisseurs et les fournisseurs qui répercutent leurs coûts sur le prix de leurs matériaux qu'ils vendent. Donc si tu leur imposes un prix, au bout d'un moment, on vous force à vendre, je sais pas, les plaques de nickel à 10 euros, mais vous, votre coût de revient, il est à 12 euros, vous allez tenir un mois, 2 mois, mais pas 3. Troisième mois, vous fermez. Sauf qu'une usine métallurgique, quand elle ferme, pour la rouvrir, c'est pas aussi facile que ça. Il faut plusieurs mois pour relancer une production et relancer des stocks, donc ça va coûter un pognon fou, voire ce sera définitivement fermé. Donc voilà, mais c'est intéressant de suivre les métaux en ce moment. Pas vous cacher que tout explose, c'est assez impressionnant de voir à quel point en fait une guerre peut avoir des impacts sur la valeur des produits suivant les pays qui sont concernés et l'effet papillon que ça peut avoir. L'effet papillon, c'est un battement d'ailes en Russie, crée une tornade en Europe par exemple. Donc voilà, ça c'est très important et puis je pense qu'on sera amené à en reparler un peu tous les jours. De toute façon on fera un suivi, l'évolution des prix et des importations, ces choses-là. Donc pour continuer, on va passer sur le pétrole. Donc vous savez que l'importation et l'exportation de pétrole maintenant est limitée, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus exporter aux États-Unis, en Europe, leur pétrole, Shell qui coupe les accords avec la Russie. Excusez-moi, je bois un peu de café. Mais alors du coup, où va le pétrole russe et quel impact a les sanctions européennes et américaines sur les Russes? Et donc je suis tombé sur cet article, alors c'est Washington Post qui l'a posté, qui se sont posé la question de savoir où est-ce que le pétrole russe allait. Et donc ici, il y a un petit graphique qui est assez sympa, je vais vous montrer, on va regarder ça ensemble. Il faut savoir que la Russie, c'est le 3e producteur de pétrole du monde, 11 millions de barils par jour. Sibérie orientale, Yamal et Tatarstan. Mais, donc ça c'est en termes de production, ils sont les 3e, mais en termes d'exportateurs, donc c'est-à-dire qu'ils ne consomment pas chez eux le pétrole qu'ils produisent. Ils consomment que 3,4 millions de barils et ils en exportent 7. Donc où va ces 7 millions de barils par jour, où partent-ils? Donc ils ont découpé ça en 2 catégories. À la partie droite, ceux qui n'ont rien à faire des sanctions et ceux qui ont imposé des sanctions à la Russie. Donc on voit qu'il y a une plus grosse partie qui concerne les pays qui ont accepté les sanctions envers la Russie. Donc il y a 4,8 millions de barils, donc il y a à peu près 2/3 de la production qui partait vers les pays qui sont ok à mettre des sanctions avec la Russie. Et on retrouve en top position l'Allemagne, encore une fois, la Pologne, et ceux qui on va dire n'en ont rien à faire et qui en apportaient
Pour autant, c'est les États-Unis, mais qui représentent que 3% de la consommation totale. Donc ça représente absolument rien pour eux. Donc mettre des sanctions et demander aux Européens de mettre des sanctions sur le pétrole russe, c'est facile pour eux, puisque eux, ça n'aura que très peu d'impact. Pareil pour le gaz, ça n'a aucun impact pour eux. Par contre, les pays comme les pays européens, typiquement Allemagne, Pays-Bas, parce que Pays-Bas, faut savoir que le gros port de Rotterdam gère énormément de trafic en termes de pétrole, d'import et d'export, et des centres de raffinage aussi. Donc voilà, c'est les principaux pays. Puis on voit que la France n'est pas dans les vraiment gros importateurs de pétrole. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que la Russie a vendu 1,6 million de barils de pétrole brut par jour à la Chine, ce qui fait le plus gros acheteur de brut de la Russie, c'est la Chine. Et c'est son deuxième fournisseur. C'est 15% des importations totales de la Chine, derrière l'Arabie Saoudite. Voilà, environ 745 000 de barils ont été livrés par jour dans les pays de l'Europe de l'Est, Hongrie, Roumanie, Tchéquie, Biélorussie. Donc, où est-ce que va partir tous ces barils de pétrole? Ce que je pense, c'est qu'ils vont partir vers la Chine. Il y a très récemment des accords qui ont été faits avec la Chine pour récupérer, si vous voulez, les importations de pétrole, sans doute à un prix très intéressant pour eux, peut-être inférieur au prix du marché. Et en fait, c'est pas très grave pour les Russes. Ils peuvent baisser le coût de leur production avec un baril aussi élevé, même si tu le vends à 80%. Un baril à $100, tu le vends à 80, c'est toujours ultra rentable. Leurs coûts de production, il faut savoir qu'ils sont... voilà, ils en parlent d'ailleurs ici, une remise de 25 à $30, donc c'est encore plus que ce que je pensais. Voilà, c'est carrément 30% de réduc sur un pétrole, sur un baril à $100, donc c'est énorme. Et donc, oui, voilà, ils ont un coût, je pense, pour produire un baril de pétrole qu'ils vont vendre 80 ou 70, ils vont tout simplement avoir un coût de production derrière qui est aux alentours de 20, 25, voire inférieur maintenant, parce qu'en plus leur monnaie s'est dévaluée. Donc ça va favoriser les exportations, donc ils peuvent se permettre même d'avoir un cours à $50, ce serait toujours rentable pour eux. Donc voilà, ils vont plutôt se tourner vers la Chine et l'Inde, je crois. Et ça, c'est intéressant de se rendre compte. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est où est-ce que nous, on va acheter nos barils si on les achète plus chez eux? C'est bien sympa de mettre des sanctions, mais où est-ce que nous, on va acheter nos barils? Et là, on a un problème. On a un problème parce que, voilà, les 4 plus gros producteurs, c'est l'Arabie Saoudite, l'Iran, nous, ou le Venezuela. Et le problème, c'est que l'Arabie Saoudite, eux, ne sont pas tout à fait OK à augmenter leur rendement pour plusieurs raisons. D'une, parce que ça va faire chuter le prix et qu'eux, ils sont très contents d'avoir un prix du baril à ce niveau-là. Donc ils annoncent une augmentation de 400 000 barils par jour, c'est ridicule, hein, pour combler 7 millions, hein, on rappelle. Ok, on a l'Iran, mais l'Iran, les États-Unis leur ont mis des sanctions il y a quelques années de ça, et aujourd'hui on a vu qu'il y avait des discussions sur le nucléaire et sur l'énergie. Faut savoir que la Chine s'est tournée vers l'Iran si vous voulez, quand il y a eu les sanctions, l'Iran, fallait bien qu'ils vendent leur pétrole à quelqu'un, donc ils se sont tournés vers la Chine, et la Chine leur achetait leur production. Aujourd'hui, on arrive, nous, après leur avoir mis des années de sanctions avec notre grande bouche, en leur disant c'est bon, maintenant on est prêt à trouver un accord si vous nous vendez du pétrole.
oui, mais l'Iran n'a pas oublié ce qu'on leur a fait. Et je ne pense pas, vu les négociations qui sont en train d'un peu tomber à l'eau, qui vont trouver un accord avec nous pour pouvoir continuer à vendre du pétrole. Ils vendent leur pétrole aux Chinois. Le Chinois leur achète 80% de leur production, quelque chose comme ça. Donc, et ils les ont toujours soutenus. Donc pourquoi couper un business avec la Chine, qui est un allié puissant, qui a beaucoup de ressources, pour se tourner vers l'Europe et les États-Unis, qui vous mettent des sanctions tous les 5 ans, et qui un peu veulent mettre la main sur vous. Voilà. Et le Venezuela, je rappelle, qui est tombé avec la chute du pétrole, a entraîné la chute du Venezuela comme on le connaît aujourd'hui, la chute de sa monnaie. S'ils ont fait le pari il y a quelques années de mettre toute leur industrie sur le pétrole et de derrière, tout simplement faire all-in, quoi. C'est-à-dire on fait que du pétrole. Sauf que quand ton pari il passe de 120 dollars à 30 dollars, t'es ruiné. T'as un pays comme le Venezuela, t'es ruiné, ta seule économie, ton seul centre économique tombe à l'eau. Donc voilà. Donc ça va être très compliqué pour nous et pour le prix du pétrole de chuter avec des tensions comme ça sur le marché. Sachant que du coup le pétrole qui part en Chine, c'est si vous voulez, ça passe pas par les marchés. C'est mano si vous voulez. Donc on n'aura aucune répercussion là-dessus. Donc le seul pétrole qu'on va voir arriver sur les marchés, c'est celui de l'Arabie Saoudite, du Venezuela. Mais je suis pas sûr que ça suffise. Et donc quand ça suffit pas, il n'y a qu'une seule solution, c'est que le cours augmente. Hein. Donc ça ce sera réservé dans la deuxième partie pour les abonnés du Club Saint-Paul. Je fais un petit rappel vite fait avant de mettre fin à la vidéo qui a duré déjà 30 minutes. Si ça vous plaît, vous pouvez vous abonner bien sûr à la chaîne. N'hésitez pas à liker, à partager si vous voulez. Et vous allez retrouver en description les liens pour le Twitter, pour le Discord du Club Saint-Paul. N'hésitez pas. Il y a Thomas Anderson et Hype Submaster qui seront heureux de vous accueillir et de répondre à vos questions. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.